l'ADN. Alors, pour ce qui est de l'évolution de la géologie était d'abord une science presque de poète. Ça n'a pas été une science, ça a été un domaine presque de poète, de poésie. Il n'a d'ailleurs pas été classé comme science dans la classification d'Auguste Kant. Il a fallu attendre le besoin en matière première, la croissance démographique et le besoin en traitement de données, que ce soit analytique, mathématique ou physique, pour que la géologie gagne de la noblesse au début du siècle dernier. Alors, les substances, les commodités ont aussi évolué, puisque au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle, à peine il y avait 6 substances qui étaient principalement des métaux de base. Le slide n'est pas présenté gratuitement, mais c'est pour vous dire que le tableau de Mendeleïev tel qu'on le connaît aujourd'hui connaîtra des changements dans le futur. Il y a certains métaux qui sont menacés par l'épuisement. L'étain, il n'y a que 16 ans de durée de vie aujourd'hui comme réserve. Le zinc aussi, le cuivre, les hydrocarbures. Donc tout ce qui est fossile est amené à disparaître sur une certaine profondeur, bien évidemment, accessible à la technologie d'extraction. Et puis on continuera à l'alimenter par des commodités artificielles. Et peut-être bien, certainement qu'il y a encore des commodités qu'on ne connaît pas jusqu'aujourd'hui. Alors les modèles des gisements, je vais aller plus vite, les modèles des gisements ont aussi évolué puisque dans le passé, l'homme a exploité les métaux sous leur forme native, des gisements de surface. Après, les gisements filoniens riches, c'est ce qu'a connu le Maroc au début du dernier siècle, avec tous les gisements que vous connaissez, du Haut-Atlas, de la Tunisie aussi, c'est la même chose. J'ai appris qu'il y avait des Tunisiens, un pays que je connais, où j'ai travaillé. Et puis après, il y a donc des gisements disséminés avec les exploitations en masse. Et aujourd'hui, tout ce qui est concentration minérale fait l'objet soit d'exploitation, soit de recherche et développement pour développer des procédés d'extraction. Des silicates de nickel, des silicates d'étain, de l'acromite réfractaire, tout cela fait l'objet de travaux de recherche et développement pour en assurer les extractions. Ces évolutions-là ont eu lieu différemment selon les métaux. Pour l'oxyde de fer et le cuivre, c'était le 19e siècle. Et puis l'uranium, par exemple, et l'or, c'est le siècle dernier. Avec l'épuisement des gisements de surface riches, on a tendance à aller exploiter les gisements de faible teneur. Et puis d'ailleurs, là-dessus, il y a deux pensées économiques qui se partagent un peu le terrain. Il y a la pensée de Meadow, il y a la pensée de ceux qui disent que ça va être épuisé et puis on aura des problèmes, ça va être une barrière pour la croissance. Et l'autre pensée, qui est celle de John Wilton, qui parle de cette avancée technologique pour pouvoir extraire encore plus, voire même le Clark, voire même le fond géochimique de la croûte, peut-être un jour. Bon, je passe sur ça. Les procédés de traitement aussi ont changé avec le temps, je passe sur ça. Les découvertes de nouveaux gisements, juste pour dire que on est loin de découvrir tous les gisements, tous les modèles qui existent. La preuve ou l'exemple démonstratif est Olympic Dam en Australie, qui a été découvert il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Les métallogénistes sont avec nous, qui a fait l'essence de l'IOCG. C'est un gisement polymétallique et c'est le plus grand producteur de l'uranium aujourd'hui au monde, avec l'or, le bismuth, beaucoup de choses. Alors les normes aussi ont changé, les standards internationaux ont changé. Ils ont changé, je vais vous dire pourquoi, puisque
au départ, on parlait de réserve probable et possible. Hein. Hoover, en 1909, a décrit ça dans le... C'est l'un des premiers ouvrages, dans les principes de la mine, Principles of Mining. Et ce n'est qu'en 1980 que les Américains, avec l'USGS, ont distingué ce qui est la ressource de la réserve. Et aujourd'hui, ces normes-là sont devenues un guide incontournable, soit pour les géologues, pour l'exploration, soit surtout vis-à-vis des financiers. Tout aujourd'hui est normalisé, tout est standardisé, il y a des règles à suivre. Et à travers certaines normes, vous allez voir aussi l'importance des compétences dont j'ai parlé tout à l'heure, pluridisciplinaires. Alors, il y a eu un scandale qui est venu rajouter de l'épice à cette sauce-là, c'est le scandale de Ries. On l'a tous vécu, ce scandale-là, puisque c'était vers 1996-1997. C'est 46. Ça s'est passé en Indonésie. Ils ont fait ce qu'on appelle dans les mauvaises pratiques de l'industrie, le sorting. Ils ont rajouté de l'or aux échantillons et puis ils sont partis prétendre à des découvertes qui sont inimaginables. 71 millions d'onces. Dans cette affaire-là, il y a eu Bae qui avait placé à Don Freeport, le gouvernement de l'Indonésie, Suharto, c'était son fils qui voulait être dans le conglomérat. Et puis finalement, il n'y avait rien. Et c'est le géologue qui s'est tué et s'est jeté d'un hélicoptère. Il s'est tué. Peut-être qu'il continue à vivre dans une île. Et donc, alors, deux normes aujourd'hui qui sont d'usage dans les pratiques minières, c'est la 4301 canadienne et la JORC australienne. Il y en a d'autres. Le but, c'est l'uniformisation du langage, des rapports, et puis l'identification et la maîtrise des risques, la transparence, la compétence, la protection des investisseurs contre la fraude, et puis aussi l'encouragement des projets, puisque un projet qui est fait selon les normes, c'est un projet qui est fondé, dont la valeur est concrète. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la personne qualifiée, c'est la colonne vertébrale de la norme. Si un document, un rapport d'évaluation n'est pas signé par une personne qualifiée, il ne vaut pas aux yeux des banquiers, quel que soit le modèle géologique, quelle que soit la compétence académique que nous avons. Si la personne n'est pas qualifiée pour contrôler l'échantillonnage, pour contrôler une étude statistique, pour établir un cahier de charge, les compétences dont je parle, ce ne sont pas des compétences approfondies. C'est des compétences nécessaires et idoines pour établir un bon cahier de charge et pouvoir en assurer la réception des résultats. Donc, voilà un peu les normes d'aujourd'hui. Ça pourrait être l'objet d'une conférence à part. C'est les normes, nous avons des gens qui pourront animer des conférences à votre demande dans le détail. C'est déjà les ressources dont j'ai parlé tout à l'heure. Aussi, le cycle du développement minier ou minéral est également mieux structuré plus que jamais, avec les différentes phases bien définies. Et ça, c'est à caractère économique, puisque quand on présente un projet, sa valeur évolue en fonction du stade de maturité dans lequel il se situe. Alors, exemple de rapport technique. Aussi, je vous dirais que je pense que un de mes collègues a parlé tout à l'heure d'une possibilité de publier certaines de vos conférences. Alors, on vous soutient en ça, et puis aussi, moi-même, je ferai un résumé de ma présentation que je mettrai volontiers que je partagerai volontiers avec vous. Alors maintenant, on va oublier un peu la géologie, et puis on va regarder le monde, comment il évolue aujourd'hui et comment il sera demain. Selon les géostratèges et les analystes. Voilà un peu l'expansion démographique à 2050. Et c'est l'un des facteurs clés du développement de demain. C'est la force humaine. Et vous voyez que l'Europe
décline, l'Afrique croît, s'inscrit dans la croissance. Ça croît ou croît? Et l'Asie aussi. C'est vraiment une force de notre Afrique qu'il faudra saisir dans le futur. Une matrice, une analyse plutôt de la compétitivité régionale de la zone de la Méditerranée en 2030. Si le sud de la Méditerranée saisit l'opportunité qui lui est offerte aujourd'hui et dans un futur proche. Et puis, la répartition géographique des richesses, les fonds souverains. Aujourd'hui, la richesse, il est à l'est. Hein. Il n'est plus au nord, il n'est plus il est à l'est. Et donc, si on a la richesse, si on a la force, la ressource humaine, et si nous avons cet esprit d'innovation et de recherche et développement, ben, qu'est-ce qui manque? Rien du tout. Il ne manquera rien pour être au front demain, voire même conduire le monde, comme il a été conduit par d'autres dans le passé. Et donc le monde de demain, ça a été présenté, c'est pas des slides, ça a été présenté au Parlement européen par un Tunisien, il s'appelle Monsef Cheikh Hou. C'est pas les Tunisiens ici, il y en a? Alors, il s'est présenté aux élections présidentielles, aux avant-dernières élections présidentielles. C'est un chercheur éminent en géostratégie qui conseille l'Élysée, qui conseille le gouvernement chinois. Donc, vous voyez un peu le nouveau monde, hein, c'est tout simplement le Nord qui change, c'est un monde déboussolé, hein, le Nord qui devient le Sud. Et le sens, c'est que les centres d'intérêt, les centres de décision vont changer. D'autres, de nouvelles lignes d'émergence vont surgir, qu'il faut saisir. L'entreprise de demain, on assiste déjà à ça, il va y avoir de l'internationalisation in situ. C'est quoi l'internationalisation in situ? C'est pas une société américaine qui va intégrer des Asiatiques, des Indiens avec son siège à Washington. C'est pas ce modèle qui va continuer à se propager, mais plutôt c'est la centralisation dans le pays où on opère. Le mode décentralisateur verra sa fin. Il y aura d'autres nouveaux déterminants, ça on le vit même nous-mêmes aujourd'hui, d'autres nouveaux déterminants qui vont prendre l'avantage par rapport aux facteurs économiques conventionnels et classiques, ces déterminants sociaux, culturels et ethniques. Ça on le vit déjà nous aujourd'hui. Quand on va travailler dans un pays, il faut travailler, il faut penser à la création de valeur pour le pays. Il faut s'intégrer dans la diversité, il faut respecter les droits de l'homme, il faut travailler pour le développement régional, il faut travailler pour le développement local, et il faut que la communauté voit un retour sur l'activité que vous faites dans son territoire, ce qui est tout simplement normal. La devise, bon, quelle sera la devise de demain? Bon, moi j'ai mis l'eau, le pétrole, les métaux. L'euro il existera ou il n'existera plus, je ne sais pas. Il y a la devise chinoise, certainement. Le management à distance, c'est quelque chose qui commence déjà, vous savez, généralement, même la stratégie, généralement, les militaires sont en avance par rapport au reste. La stratégie, c'était les militaires qui l'ont toujours pratiqué depuis Napoléon. Bon, il a fallu attendre que Procter en développe les 5 principes. Et là, vous avez entendu parler des drones. Alors demain, il y aura des usines, il y aura un management à distance, des usines
entièrement automatisé avec un management à distance. On peut contrôler une usine à partir de son salon. Et puis donc l'entreprise robot. Les cibles d'exploration, les cibles qu'on connues ne suffiront pas. Ils ne suffiront pas, ça c'est à moyen terme, hein, c'est 2030, 2020, 2030, on aura des problèmes de ressources avec l'augmentation démographique et l'augmentation démographique, l'augmentation des conditions de vie des 6 milliards déjà que nous sommes. Hein. Vous imaginez demain si les Chinois vivent au même niveau de confort que les Américains. Ça veut dire qu'un Chinois va disposer d'un véhicule ou de 2 véhicules, d'une voiture ou de 2 voitures. Le zinc aujourd'hui, il faut 5 fois les réserves actuelles pour répondre à ça. Donc le pôle Nord, ça c'est l'acquis, la ride médio-océanique, ça c'est, il y a déjà des plans d'exploitation, l'exploration offshore, les gens parlent, tout ça, c'est des plans pour ça. Les usines, il y aura développement des usines souterraines, ça existe déjà, les prototypes existent, les usines en pilote existent. Ça c'est les Français, parce que le problème de l'environnement, parce que les Français ne veulent pas de mines, ils préfèrent importer que développer leurs mines pour sauvegarder l'environnement. Et donc, comme ils ont des richesses, ils ont pensé aux usines souterraines. Et tout à l'heure, j'ai parlé d'exploration dans l'espace. Ça peut paraître de la science-fiction, mais il y a des projets. Voilà ce qu'a dit un billionnaire américain qui investit, hein, il a investi dans ça. I think there is a great commercial potential on the moon. Je crois. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'Institut canadien des mines viendra s'installer, il viendra s'installer. Il a signé un contrat de partenariat avec l'AFTIM au Maroc. Et il y aura certainement des sociétés, ils n'appellent pas ça spin-off, ils appellent ça société. Et on créera avec eux des sociétés au Maroc. C'est un réseau de 1500 chercheurs, ils sont d'une efficacité extraordinaire. Et je vous assure que quand on discutait avec eux, j'ai mis les universités marocaines comme un passage obligé, comme une partie prenante du projet qu'on est en train d'établir avec eux. Et le géologue de demain, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, le géologue de demain, il faut qu'il continue à faire de l'exploration, il faut faire le terrain, parce que sans le terrain, sans l'observation, que ce soit sur la Lune ou en offshore, il n'y a pas de géologie. Donc je m'arrête là, je vais passer le film, je projette le film de Mena James. Après, si vous avez des questions. Et puis après, on va discuter sur cette adéquation, sur ces nouveaux profils qu'a présenté tout à l'heure en ce qui concerne le domaine pétrolier Simacha. On voit maintenant ceux du domaine pétrolier. À vous, Saïd. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord demander Simacha que dans le titre, il met quel géologue de l'avenir, et il le met avec un jaune pâle. Je voudrais bien qu'il l'écrive avec le rose, parce que l'avenir, il faut qu'on soit optimiste. Donc, moi, je ne vais peut-être pas aborder la question de la géologie de manière technique. Je vais l'aborder sur une vision beaucoup plus sociale et beaucoup plus économique de ce que nous avons tous vécu au Maroc depuis quelques années, et essayer de répondre à la question comment le géologue de demain peut-il s'impliquer davantage dans le développement du pays. Les événements, le Maroc connaît depuis quelques décennies qui
vont aller davantage vers une démocratie de la vie publique et politique. Et en parallèle, nous assistons à la mise en place d'un certain nombre de stratégies sectorielles, que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau de la pêche, avec les programmes Plan Maroc Vert, le plan halieutique, le tourisme avec le Maroc Azur, la stratégie 2020, les stratégies relatives à la logistique, la stratégie nationale de développement durable. Je vous parle de tout cela parce que, à un moment, le jeune géologue que vous êtes, demain vous allez être impliqué. Quand vous commencez votre carrière, vous allez être confronté à ces problématiques parce que vous allez évoluer dans ce système. Et moi, je suis partisan de l'idée simple, c'est qu'il faut désenclaver les secteurs. Il ne faut pas considérer, à mon avis, et j'en suis convaincu, la géologie comme étant cette science sur laquelle je suis géologue, je vais rester géologue, sans possibilité d'avoir des ponts et des passerelles avec ce qui se passe autour de nous. Et ça, c'est une question centrale au niveau de notre système de formation. Si on prend par exemple la stratégie nationale de développement durable, aujourd'hui, le Maroc s'inscrit dans cette démarche. Donc, l'article 31 de la Constitution le stipule de manière très forte. Toute citoyenne et citoyen a droit, c'est le droit fondamental, et dedans, il y a un environnement sain et un développement durable. Donc, dans le métier du géologue, cette composante de durabilité est une question centrale. Donc, on ne reçoit pas de cours du moins de mon temps, il n'y avait jamais eu cette notion de durabilité et d'exploitation durable des ressources. Donc ça, c'est un exemple sur lequel les géologues doivent avoir la curiosité pour s'inscrire dans cette démarche et aller fouiller. Ça veut dire qu'il ne faut pas rester collé à la géologie, ce que je peux de manière banale dire à des techniques de géologue. Donc moi, c'est cette notion de désenclaver les secteurs et de mettre des ponts et des passerelles entre eux me paraît une idée fondamentale pour notre développement. Deuxième point, la connaissance de notre modèle économique. Ça aussi, nous avons tendance à l'oublier, de rester dans notre quotidien, à faire ce que nous avons toujours fait. Si on est géologue, on va faire de la géologie. Si on est informaticien, on va faire de l'informatique. Si on est historien, on va suivre les cours de l'histoire. Mais on se perd dans les méandres du quotidien et on oublie que nous faisons partie d'un monde qui va évoluer. Et l'évolution que connaît notre pays, justement, il faut la bâtir, il faut l'articuler autour de notre modèle économique et quels sont les défis que nous rencontrons, parce que ce sont les défis que vous allez vivre demain. Quand vous obtenez votre master, vous allez être confronté à des problématiques de vie, de recherche d'emploi, etc. Donc nous avons un modèle économique qui n'est pas basé sur les ressources. Le Maroc n'a pas de ressources naturelles, il n'y a pas de manne pétrolière, nous avons les phosphates, ils constituent un moteur de notre économie, mais nous avons une économie de pays qui est en train de bouger, parce que l'agriculture, en termes de PIB national, reste autour de 16%, l'industrie autour de 40 ou 50, et puis 40-50 pour le tertiaire. Donc tant que ce secteur primaire de notre économie est dominant, reste prépondérant, notamment avec l'agriculture, c'est une question centrale pour notre avenir. Les pays développés ont tendance à réduire leur économie primaire pour aller davantage dans les services et dans les secteurs de l'industrie. Et la clé de cette transformation, de cette inflexion, c'est l'innovation, c'est la recherche. Donc c'est une question à laquelle nous devons tous être sensibilisés et sensibles et réfléchir. Nous avons un PIB par habitant qui tourne autour de 3 300 $ par rapport à des pays, je pense qu'il est correct. Un pays sans ressources naturelles, avec une industrie, si on peut lui reprocher quelque chose, c'est qu'elle n'est pas créatrice d'emplois. L'industrie marocaine, malheureusement,
ne crée pas suffisamment d'emplois, d'où le défi majeur que nous allons tous, que nous sommes en train d'affronter, que nous sommes en train de vivre, c'est le taux de chômage. Le taux de chômage reste élevé, il est autour de 9,1%, et c'est un taux qui est davantage exacerbé dans les chez les diplômés. Ça veut dire au Maroc, on aura du mal à trouver de l'emploi quand on est diplômé. Donc ça, c'est une question à laquelle, avec votre master, vous allez postuler pour trouver du travail. Donc il faut qu'on soit sensibilisé qu'il faut essayer de mettre toutes les chances de son côté, parce que les offres sont ce qu'elles sont, la demande est ce qu'elle est, et donc il y a une concurrence farouche pour trouver un travail. Et nous, par exemple, Anonyme, quand on lance un appel pour recruter un géologue, on prend par exemple deux postes de géologue mine et 2 postes de géologue pétrole, ben on passe autour de 500-600 demandes entre les masters et les doctorats. Donc ça, il faut qu'on soit tous conscients de cette problématique, parce que quand on va définir les défis, on peut réorienter la formation, on peut réorienter la recherche et l'innovation pour trouver des clés à ces problématiques. Le Maroc a fait des efforts. La réduction de la pauvreté aujourd'hui, elle tourne autour de 15%. C'est un bon chiffre par rapport à des pays analogues. Mais nous avons des difficultés pour faire améliorer l'indice de développement humain. On est à 0,6. Nos voisins sont à 0,7. Donc là aussi, c'est un défi qui nous attend tous. Pourquoi ce n'est pas gratuitement que je vous parle de tout cela, c'est pour vous dire que, et c'est ce que je ressens de manière très, très profonde, qu'on soit géologue, qu'on soit informaticien, qu'on soit médecin, là où on est, il faut qu'on soit sensible aux vrais défis du pays, parce que c'est comme ça qu'on peut s'impliquer et s'intégrer dans la voie du développement. Et le rôle de géologue de demain, c'est tout simplement un bon citoyen. Donc il faut qu'il soit responsable, qu'il se base ses actes sur l'éthique, sur la citoyenneté, sur la transparence, tout simplement pour aller faire participer son pays à cette volonté d'aller vers une croissance partagée et inclusive. Inclusive, c'est celle qui va mettre l'être humain au cœur du développement. Donc ça, c'est un premier objectif. Avant de descendre à un niveau de technicité pour parler des thèmes que doit affronter le géologue, mais je vais faire l'impasse parce que Simacha l'a brillamment présenté. Donc je vais rester plus sur des objectifs globaux. La qualité du géologue de demain, on est tous des produits d'un système de formation. Donc il n'y a pas de mystère. Le système de formation à l'échelle nationale, qu'il soit dans les sciences de la Terre, dans les sciences de la vie ou de la physique, c'est un modèle qui a montré ses limites. Donc vous avez tous pris part à des débats. Vous avez tous suivi des discours royaux sur cette thématique. Donc, comment faire pour qu'un chercheur, qu'un géologue qui est âgé de 21 ans, de 22 ans, puisse s'améliorer? Si on ne travaille pas sur soi-même, et ça c'est vraiment une expérience vécue, si on ne fait pas l'effort sur soi-même, on ne peut pas bouger, on ne peut pas se développer. Il ne faut pas s'attendre à ce que les professeurs que nous sommes, à ce que les laboratoires dans lesquels vous êtes, dans lesquels il y a beaucoup de volonté, beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'énergie positive, vous façonnent pour que vous soyez demain ce citoyen marocain qui va être un acteur dans le développement économique du pays et social de notre pays. Si on prend le cas de la recherche de l'emploi et les secteurs qu'on peut cibler, les fondamentaux ont été présentés par Simacha. Donc ça va être la géologie minière, il y a des besoins, la communauté des mines et des hydrocarbures vieillit, donc il y a des besoins. Il y a
des possibilités au niveau des infrastructures géologiques, en termes de cartographie, en termes de... Mais il y a des nouveaux métiers, et ces nouveaux métiers, on ne peut les avoir que lorsqu'on développe un sens de l'entrepreneuriat. Et ce sens de l'entrepreneuriat, malheureusement, ce n'est pas également quelque chose qui est évident au niveau de notre système éducatif. Il faut qu'on apprenne à nos élèves et à nos chercheurs d'avoir ce sens de curiosité, ce sens de... Il faut courir le risque, il faut développer le sens de l'entrepreneuriat pour aller de manière agressive sur de nouveaux chantiers. Et je considère par exemple que les métiers d'environnement sont aujourd'hui une possibilité pour les géologues. Le Maroc a un national légal sur cet aspect, et l'un des points qui est aujourd'hui imposé par la loi, ce sont les études d'impact. Et croyez-moi, les études d'impact aujourd'hui sont faites par n'importe qui. Tout le monde aujourd'hui peut dire, moi je fais de l'environnement et je peux co-signer une étude d'impact. Et nous avons des cas, et je crois que le profil le mieux adapté pour cette histoire, c'est le profil de géologue. Donc il faut être agressif sur cet aspect-là. Il faut faire du lobbying, et le lobbying, malheureusement, on ne peut le faire que si on est en masse. Donc il y a un effort à faire par les universités et les chercheurs universitaires, mais également par la société civile. La société civile à laquelle aujourd'hui l'État marocain donne la possibilité de s'exprimer dans le cadre de la loi, dans le cadre de la Constitution. Et l'AMST, je ne vais pas faire l'éloge de l'AMST, c'est un espace qui peut aider justement à améliorer le niveau de sensibilisation de la communauté au métier de la géologie. Donc l'adhésion à cette association peut être bénéfique pour tous, surtout pour les gens jeunes comme vous qui êtes en train de préparer votre avenir. Donc ce point sur l'entrepreneuriat et l'innovation dans le cadre de l'entrepreneuriat me paraît un point également important. Bon, quand on recrute des géologues, bon, il faut qu'ils soient de bons techniciens. Les géologues, c'est un naturaliste. Moi, je défends une idée qui est très simple. C'est que on peut utiliser toutes les techniques qu'on veut. On peut utiliser tous les logiciels qu'on veut. La géologie, c'est d'abord une donnée qu'on va aller chercher sur le terrain. On peut utiliser ArcGIS, on peut utiliser tous les iPads qu'on veut, toutes les nouvelles technologies. La qualité d'un géologue, c'est sa qualité à faire de l'observation et à prélever des données il faut qu'elles soient justes et il faut qu'elles soient réelles. Ensuite, la notion de l'interprétation, c'est une autre chose. On peut utiliser des logiciels, mais il nous faut, à mon avis, n'inversons pas le métier de géologue, il ne faut pas le transformer en gestionnaire de données, alors qu'au début, il faut qu'il soit créateur de données. Donc ça, c'est parce que le Maroc a encore besoin de géologues qui vont à l'intérieur du terrain. Nous avons un manque d'étudier la